Après 20 ans de vie commune, mon mari a demandé une séparation. Il a déclaré qu'il partirait pour une croisière de 2 semaines aux Caraïbes avec une autre femme pour guérir son âme et se retrouver. Alors j'ai pris une décision. Après 20 ans de vie commune, mon mari m'a demandé une séparation temporaire. Il a dit qu'il partirait en croisière de 2 semaines avec une autre femme pour guérir son âme et se retrouver. J'ai donc pris une décision. Si vous m'aviez demandé il y a seulement 1 an à quoi ressemblait ma vie, j'aurais répondu simplement, stable, prévisible, peut-être un peu usé par les bords, mais solide. Nous vivions dans une banlieue tranquille aux abords de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Le genre de quartier où les pelouses sont tondues le samedi et où les voisins se saluent mais s'arrêtent rarement pour discuter. Notre maison n'était pas neuve, mais elle contenait 20 ans de souvenirs. Chaque recoin avait une histoire, même si certaines commençaient à s'estomper. Marc et moi avions construit cette vie ensemble. Nous nous sommes rencontrés au début de nos 20 ans, nous nous sommes mariés jeunes et nous avons tout appris à la dure, les remboursements d'hypothèques, les nuits blanches avec les nouveau-nés, la lente ascension de 2 carrières qui ne se sont jamais tout à fait alignées. Il y avait eu de l'amour, du vrai amour, pas celui que l'on voit dans les films, mais quelque chose de plus discret, quelque chose qui se manifestait dans les paniers repas préparés, les calendriers partagés, et la façon dont il me prenait la main dans le noir sans y penser. Quelque part en chemin, cette version de nous avait échappé. Je ne l'ai pas remarqué d'un coup. C'était subtil, comme un courant d'air que l'on sent avant de réaliser qu'une fenêtre a été laissée ouverte. Marc a commencé à rester plus tard au travail. Au début, cela avait du sens, son entreprise était en pleine restructuration et tout le monde était sous pression. Puis sont venus l'abonnement à la salle de sport, l'intérêt soudain pour son apparence, les nouvelles chemises encore pliées de l'emballage. Il disait qu'il voulait juste se sentir mieux, plus sain, plus lui-même. Je l'ai cru. C'est ce que l'on fait quand on a passé 2 décennies à faire confiance à quelqu'un, on comble les lacunes avec bienveillance. La nuit où il m'a annoncé cela, c'était un mardi. Rien de spécial. Je venais de finir de remplir le lave-vaisselle et son ronronnement emplissait la cuisine d'un bruit régulier et réconfortant. Les enfants étaient à l'étage. Émilie étudiait pour un examen de biologie et Jules faisait probablement semblant de faire ses devoirs en regardant son téléphone. C'était une nuit ordinaire, le genre de nuit à laquelle on ne pense pas 2 fois. Marc resta un instant dans l'embrasure de la porte avant de parler. Je me souviens avoir remarqué à quel point il était immobile, comme s'il avait répété cela. On peut parler, dit-il. Il y a quelque chose dans cette question qui change instantanément l'atmosphère d'une pièce. J'ai séché mes mains sur une serviette et j'ai hoché la tête, lui faisant signe de s'asseoir. Il ne l'a pas fait. J'ai réfléchi, commença-t-il, sa voix prudente et mesurée. À nous, à ma vie. J'ai senti une pointe de malaise, mais je l'ai repoussée. Des conversations comme ça, me disais-je, étaient normales. Les gens faisaient le point. Les gens réévaluaient. C'est ce qu'exigeaient les longs mariages. Je crois que j'ai besoin d'espace, dit-il. J'ai attendu, m'attendant à plus de contexte, à quelque chose de plus doux. Rien n'est venu. Qu'est-ce que tu veux dire par espace, ai-je demandé. Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle. Une séparation. Temporaire. Juste le temps de faire le point. Le mot « séparation » est tombé entre nous, lourd et étranger, comme un meuble qui n'avait pas sa place dans la pièce. D'accord, ai-je dit lentement. Et comment vois-tu cela fonctionner exactement ? C'est alors qu'il m'a raconté. Il avait réservé une croisière de 2 semaines aux Caraïbes. Il l'a dit avec désinvolture, presque comme s'il parlait d'un voyage d'affaires. Puis, après une brève pause, il a ajouté la partie qui a tout fait basculer. Elle vient aussi. Il s'est corrigé rapidement. Une amie. Une amie. Je l'ai fixé du regard, attendant qu'il se corrige, qu'il rie, qu'il dise que c'était une sorte de blague affreuse. Il ne l'a pas fait. Quel genre d'amie, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Il a déporté son poids, évitant mes yeux. Quelqu'un à qui je parle. Elle me comprend. Ce n'est pas, il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Ce n'est pas ce que tu penses.
Il y a un moment où quelque chose en vous se brise ou se durcit. J'ai ressenti ce dernier. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, tu veux une séparation pour partir en croisière de 2 semaines avec une autre femme? Il a tressailli légèrement, comme si la clarté de mes mots rendait sa défense plus difficile. J'ai besoin de me retrouver, dit-il. Je me sens perdu depuis longtemps. Il ne s'agit pas de te blesser. Il s'agit pour moi de faire le point. De guérir. De me réinitialiser. Guérir. Le mot résonnait dans mon esprit. Absurde et déplacé. Et cette femme aide à cela, ai-je demandé. Ce n'est pas comme ça, insista-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. Elle me comprend, c'est tout. Il y a une connexion. Une connexion. J'ai failli rire, mais le son s'est coincé dans ma gorge. Que se passe-t-il après la croisière, ai-je demandé. Il a hésité de nouveau. Je reviens. On parle. On voit où on en est. On voit où on en est. Comme si notre mariage était un projet qu'il pouvait mettre en pause, un dossier qu'il pouvait fermer et rouvrir à sa convenance. Et tu t'attends à ce que j'attende, ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui était une réponse suffisante. Je ne te demande rien, dit-il finalement. J'ai juste besoin que tu comprennes. Comprendre? Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé, cherchant l'homme avec qui j'avais passé 20 ans. Il était toujours là physiquement, mais quelque chose d'essentiel avait changé. La familiarité avait disparu, remplacée par un étranger qui prononçait des phrases qui sonnaient empruntées, répétées, détachées de la réalité de ce qu'il demandait. J'ai pensé à tout à ce moment-là. Aux années que nous avions investies, aux enfants à l'étage qui croyaient encore que leur monde était stable. À la maison autour de nous qui avait été construite sur l'hypothèse de la permanence. Et puis j'ai réalisé quelque chose de simple, quelque chose qui a traversé tout le bruit. Il avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas une conversation. C'était une annonce. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux, surpris. D'accord. Oui, ai-je répété, ma voix calme, presque distante. Si c'est ce dont tu as besoin. Le soulagement a inondé son visage, rapide et indéniable. Cela m'a plus blessé que tout ce qu'il avait dit. Je savais que tu comprendrais, dit-il doucement. Non, ai-je pensé. Tu espérais juste que je ne me battrais pas. Il a alors commencé à parler de logistique, de délai, de la façon dont nous pourrions gérer cela avec maturité. J'ai acquiescé quand c'était approprié, absorbant les détails sans vraiment m'engager. Mon esprit s'était déjà déplacé ailleurs, dans un endroit plus calme et beaucoup plus concentré. Quand il a eu fini, il y a eu un long silence. Je pars vendredi, dit-il. Dans 3 jours. C'est bientôt, ai-je demandé. Il a hoché la tête. C'est déjà réservé. Bien sûr que oui. Nous sommes restés là un instant, l'espace entre nous rempli de tout ce qui venait d'être dit et de tout ce qui ne l'avait pas été. Je devrais aller voir les enfants, ai-je dit. Enfin. Oui, a-t-il répondu. C'est ça. Je suis monté à l'étage, chaque pas délibéré, régulier. Émilie était à son bureau, surligneur à la main, le front plissé par la concentration. Jules s'était endormi avec son ordinateur portable ouvert, la faible lueur de l'écran éclairant son visage. Ils avaient l'air si normaux, si intouchés par le changement qui venait de se produire en bas. Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, les regardant, et j'ai senti quelque chose se fixer en moi. Pas de panique, pas de chagrin, mais de la clarté. Marc pensait qu'il appuyait sur « pause ». Il pensait qu'il pouvait s'éloigner, explorer la version de lui-même qu'il croyait l'attendre là-bas, puis revenir à une vie qui serait encore intacte. Il avait tort. Je suis redescendu. Il était dans la cuisine, vérifiant son téléphone, déjà à moitié ailleurs. Marc, ai-je dit. Il a levé les yeux. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je le ferai, dit-il avec une confiance qui semblait presque naïve. J'ai hoché la tête une fois. Moi aussi.
La maison était silencieuse le lendemain matin, mais ce n'était pas le genre de silence auquel j'étais habituée. Il était plus net, plus défini, comme si chaque son avait des arêtes. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir, le bourdonnement du réfrigérateur, le lointain bruit de la circulation au-delà de notre lotissement. Tout semblait plus fort, plus présent, comme si le monde s'était légèrement décalé de son axe et attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. Marc est parti tôt, plus tôt que d'habitude. Il a dit qu'il avait des choses à régler au travail avant son voyage. Il ne s'est pas attardé, n'a pas essayé d'adoucir ce qu'il avait mis en marche la veille au soir. Il y a eu une brève pause maladroite à la porte, le genre que les gens ont quand ils ne savent pas quelle version d'adieu est appropriée. Puis il a pris ses clés et est parti. Juste comme ça. Je suis restée dans la cuisine un long moment après que la porte se soit refermée, ma main posée sur le dossier d'une chaise, mon esprit inhabituellement calme. Je m'attendais à quelque chose de plus fort en moi, de la colère, du chagrin, de la confusion. Mais ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus net. De la concentration. Je me suis versé une tasse de café, me suis assise à table et ouvert mon ordinateur portable. La lumière du soleil, pénétrant par la fenêtre, tombait sur la surface, illuminant les petites rayures et imperfections accumulées au fil des ans. Cela m'a frappé, non pour la première fois, de constater à quel point j'avais passé ma vie à entretenir les choses, à les faire fonctionner, à aplanir les aspérités, à veiller à ce que tout tienne bon. Cette partie de ma vie était terminée. J'ai tapé lentement au début, puis avec une clarté croissante, avocat droit de la famille près de moi. Les résultats de recherche sont apparus instantanément, une liste de noms, d'avis, d'emplacements de cabinet. C'était tout à fait ordinaire, presque banal, et pourtant, cela donnait l'impression d'emprunter un chemin qui avait été invisible jusqu'à présent. J'en ai choisi un avec de solides références, quelqu'un qui semblait pragmatique plutôt qu'agressif. Je ne voulais pas de théâtralité. Je voulais de la précision. Quand j'ai appelé, ma voix n'a pas tremblé. Je voudrais prendre rendez-vous pour une consultation, ai-je dit. Ils avaient une disponibilité cet après-midi-là. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un bâtiment moderne et bas à environ 15 minutes de là, niché entre un cabinet dentaire et une société de planification financière. C'était le genre d'endroit où les gens allaient quand quelque chose dans leur vie devait être restructuré, officialisé, rendu formel. Son nom était Carole Lefebvre. La cinquantaine, posée, directe, le genre de présence qui mettait immédiatement les choses en perspective. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Dites-moi ce qui se passe, dit-elle, joignant les mains sur le bureau. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des 20 ans, des enfants, de la maison. Je lui ai parlé de la conversation dans la cuisine, de la croisière, de l'autre femme. J'ai gardé un ton neutre, factuel. Je n'ai pas enjolivé, je n'ai pas dramatisé. Elle a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai eu fini, elle s'est légèrement penchée en arrière, réfléchissant. Très bien, dit-elle. Détaillons cela. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa façon de parler. Claire, structurée, ancrée dans la réalité. Vous êtes en bonne position, a-t-elle poursuivi. La maison est en copropriété, n'est-ce pas? Oui, et vous avez été activement impliqué dans la gestion des finances. Je gère la majeure partie. Elle a hoché la tête. Bien. C'est important. Dans cet état, les biens matrimoniaux sont divisés équitablement. Pas nécessairement à 50-50e, mais de manière juste, en fonction des contributions, des besoins et des circonstances. Justement? C'était un mot auquel je n'avais pas encore pensé, mais il s'est rapidement imposé. Et les enfants, ai-je demandé. Quel âge? 16 et 14 ans. D'accord. Les tribunaux visent généralement la stabilité, a-t-elle dit. Si vous avez été la principale personne en charge des enfants, cela pèsera lourd. Mais idéalement, vous voudrez établir un plan de coparentalité qui serve leurs meilleurs intérêts. J'ai hoché la tête, absorbant tout. Et le timing, ai-je demandé. Elle a eu un petit regard entendu. Vous pouvez déposer la demande à tout moment.
Si votre mari est sur le point de partir pour 2 semaines, cela vous donne en fait une fenêtre pour lancer les choses sans interférence immédiate. Une fenêtre. Le mot résonnait dans mon esprit. Et la maison, ai-je demandé. Si vous êtes d'accord tous les deux, elle peut être vendue, a-t-elle dit. Sinon, le tribunal peut l'ordonner. Mais étant donné les circonstances, une vente volontaire est souvent plus propre. Moins de conflits, moins de retard. Plus propre, moins de conflits. Tout cela semblait presque gérable. Il y a une dernière chose, a-t-elle ajouté. Quoi que vous décidiez, assurez-vous que c'est quelque chose que vous pourrez assumer sur le long terme. Il ne s'agit pas de réagir émotionnellement. Il s'agit de préparer le prochain chapitre de votre vie. J'ai soutenu son regard. Je comprends, ai-je dit. Et c'était le cas. Quand j'ai quitté le bureau, l'air extérieur était différent, plus frais, plus vif, comme si quelque chose avait bougé en interne, et que le monde s'ajustait pour s'y conformer. Je me suis assise dans ma voiture un instant, les mains posées sur le volant, et j'ai laissé tout se tasser. Il ne s'agissait pas de vengeance telle que les gens l'imaginaient habituellement. Il n'y avait pas de cris, pas de confrontation dramatique, pas de décisions impulsives prises sous le coup de la colère. C'était autre chose. C'était une structure. C'était une conséquence. L'étape suivante concernait les enfants. Ce soir-là, je leur ai demandé de s'asseoir avec moi dans le salon. La lumière déclinait, projetant de longues ombres sur le sol. Et pendant un instant, j'ai souhaité pouvoir arrêter le temps, m'accrocher à la version de notre famille qui existait encore dans leurs esprits. Mais cela ne les aiderait pas. Nous devons parler, ai-je dit doucement. Émilie a levé les yeux la première, immédiatement alerte. Jules a suivi plus lentement, sentant le changement de ton. Est-ce que tout va bien, a demandé Émilie. J'ai pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. Votre père et moi allons vivre séparément pendant un certain temps. Il part en voyage et pendant ce temps, nous allons commencer à apporter quelques changements. Ils sont restés silencieux, assimilant l'information. C'est à cause de nous, a demandé Jules, sa voix plus petite que d'habitude. Non, ai-je dit immédiatement. Pas du tout. Cela n'a rien à voir avec vous. C'est entre votre père et moi. Les yeux d'Émilie se sont légèrement plissés. Il y a quelqu'un d'autre? J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête une fois. Oui. Elle a détourné le regard, sa mâchoire se crispant tandis que Jules fixait le sol. Nous allons nous en sortir, ai-je poursuivi. Les choses seront différentes, mais nous y arriverons ensemble. C'est ce qui compte. Il y a eu d'autres questions. Certaines auxquelles je pouvais répondre, d'autres pas encore. Mais tout au long de la conversation, je suis restée sereine. Pas de colère, pas de reproche, juste de la clarté. Au moment où ils sont allés se coucher, quelque chose avait aussi changé en eux. Pas brisé, mais conscient. Au cours des 2 jours suivants, tout s'est déroulé discrètement mais de manière décisive. J'ai contacté un agent immobilier, quelqu'un de local, expérimenté et efficace. Elle a parcouru la maison d'un œil exercé, notant ce qui devait être fait, ce qui pouvait rester, ce qui la rendrait plus attrayante pour les acheteurs. Elle se vendra rapidement, dit-elle. Le marché est solide en ce moment. Bien. J'ai signé le contrat de mandat. Ensuite sont venus les détails pratiques, les documents, les relevés de compte. J'ai tout organisé, créant des dossiers, faisant des copies, m'assurant que rien ne me prendrait au dépourvu. Marc traversait la maison comme un invité préparant son voyage, mentionnant occasionnellement quelque chose de logistique, comme si nous coordonnions une absence de routine. Il n'a pas été question de ce qui se passerait à son retour. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Il n'a pas remarqué le changement. Le vendredi matin est arrivé plus tôt que prévu. Sa valise était près de la porte, sa voiture tournait au ralenti dans l'allée. Les enfants ont dit au revoir, poli mais distant. Il les a serrés dans ses bras, s'est attardé un instant, puis s'est tourné vers moi. J'appellerai quand j'atterrirai, dit-il. Tu n'y es pas obligé, ai-je répondu. Il a hésité, cherchant sur mon visage quelque chose, une émotion,
une résistance. Tout ce qui pourrait confirmer que c'était réel. Je suis sérieux, dit-il. Nous allons trouver une solution. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit. Nous le ferons. Il est monté dans la voiture, a quitté l'allée et a disparu dans la rue. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture s'éloigne, puis j'ai fermé la porte. La maison semblait différente, immédiatement, plus vide, mais aussi plus claire. Je me suis retournée, j'ai regardé les murs, les meubles, la vie que nous avions construite ici. Et puis j'ai pris mon téléphone. Bonjour, ai-je dit quand Carole a décroché. Je suis prête à aller de l'avant. La première offre est arrivée en moins de 48 heures. C'était tôt le dimanche matin lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, l'écran s'éclairant d'une notification de notre agent. Je m'attendais à de l'intérêt. Elle était confiante quant au marché, mais la rapidité m'a tout de même prise au dépourvu. Pendant un bref instant, j'ai juste fixé le message, mon café refroidissant dans ma main, comme si l'accepter rendrait tout irréversible. Puis je l'ai ouvert. Une offre nette, légèrement inférieure au prix demandé, mais solide. Contingence minimale, calendrier de clôture flexible. Réel. J'ai expiré lentement, sentant le poids de la situation se mettre en place. Ce n'était plus théorique. Il ne s'agissait plus de planifier, de préparer ou d'imaginer différents scénarios. Cela se passait. J'ai d'abord appelé Carole. C'est une bonne offre, dit-elle après avoir examiné les détails. Compte tenu des circonstances, je vous recommanderais d'accepter ou de faire une légère contre-proposition. L'important est de maintenir les choses en mouvement. Maintenir les choses en mouvement. C'était devenu mon mantra silencieux. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas tergiversé ni douté. J'ai fait une petite contre-offre raisonnable, stratégique et cet après-midi-là, elle a été acceptée. Juste comme ça, la maison où nous avions vécu pendant 20 ans était sous compromis. Annoncer la nouvelle aux enfants a été plus difficile que prévu. Non pas qu'ils aient résisté, mais parce qu'ils ont compris. Nous étions assis à la même table de salle à manger où ils avaient fait leurs devoirs, mangé des gâteaux d'anniversaire, se disputer pour des futilités qui semblaient énormes à l'époque. La familiarité de l'endroit se heurtait à la réalité de ce que j'étais sur le point de dire. La maison va être vendue, leur ai-je dit doucement. Nous allons déménager. Jules a cligné des yeux, assimilant l'information. Bientôt? Oui, ai-je dit. Nous resterons à proximité. Vous n'aurez pas à changer d'école. Tout ce qui est important reste pareil. Émilie a hoché la tête lentement, son expression pensive, méfiante. Papa reviendra-t-il ici? C'était la question qu'aucun d'eux n'avait encore posée. Non, ai-je dit, croisant son regard, pas pour y vivre. Le silence s'est installé dans la pièce, mais il n'était ni chaotique ni paniqué. Il était lourd, oui, mais aussi ancré dans quelque chose de réel. D'accord, dit-elle finalement. Et c'était tout. Pas de larmes, pas d'explosion, juste une acceptation, calme et constante, reflétant quelque chose qu'il devait déjà avoir commencé à comprendre. La semaine suivante s'est déroulée avec une précision qui m'a surprise moi-même. J'ai emballé par étapes, d'abord les choses que nous n'utilisions pas, puis celles dont nous pouvions nous passer temporairement, et enfin les essentiels. Chaque carton ressemblait à une petite décision, une reconnaissance silencieuse que ce chapitre se fermait. Il y a eu des moments où des souvenirs ont surgi de manière inattendue. Un dessin que Jules avait fait à l'école primaire, toujours rangé dans un tiroir. Une tasse ébréchée que Marc avait tenu à garder pendant des années. Une photo d'un voyage à la plage où nous avions tous l'air plus jeunes, plus légers, inconscients de ce que le temps finirait par révéler. Je ne me suis pas attardée dessus. Je les ai soigneusement placés dans des cartons et j'ai continué. Le nouvel endroit était plus petit, une location à seulement 10 minutes, suffisamment proche pour maintenir la routine, mais assez loin pour ressembler à une rupture nette. Il n'avait pas la même histoire, le même poids, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Les enfants se sont adaptés rapidement, plus vite que je ne l'avais prévu.
Ils ont aménagé leurs chambres, réorganisé leurs affaires, établi de nouvelles habitudes avec une résilience tranquille qui m'a à la fois rassurée et rendue humble. La vie, il s'est avéré, ne s'effondrait pas aussi facilement que nous le craignions. Pendant ce temps, le processus légal avançait avec la même efficacité. Carole a déposé les documents en milieu de semaine. C'était minutieux, précis, laissant peu de place à l'ambiguïté. Les arrangements de garde, la division des biens, la vente de la maison. Tout était clairement exposé, fondé sur des faits plutôt que sur l'émotion. Quand il recevra la notification, il aura le temps de répondre, a-t-elle expliqué. Mais compte tenu des circonstances, cela vous place dans une position solide. J'ai hoché la tête. Et le timing, ai-je demandé. Elle s'est permis un petit sourire mesuré. Il recevra probablement les documents pendant qu'il est encore en croisière. Pendant un instant, je l'ai imaginé. Marc quelque part en pleine mer, déconnecté de la vie dont il s'était temporairement éloigné, recevant une notification formelle que tout avait changé en son absence. Non par rancune, mais par conséquence. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. J'étais dans le nouvel appartement, en train d'organiser les derniers cartons de la cuisine, lorsque mon téléphone s'est illuminé avec son nom. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, me demandant si je devais répondre. Puis je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il exigé, sa voix tendue par quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant, la panique. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, ai-je répondu calmement, bien sûr que je savais. Les papiers, dit-il. Je viens de recevoir les papiers. Le divorce, la vente de la maison. Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai posé le plat que je tenais, m'appuyant un instant contre le comptoir. Ce qui se passe, ai-je dit calmement, c'est que j'ai pris une décision. Il y a eu une pause, lourde et désorientée. Tu ne peux pas faire ça sans me parler, a-t-il dit, sa voix montant. Nous avions convenu que c'était temporaire. Non, ai-je corrigé doucement. Tu as décidé que c'était temporaire. Ce n'est pas juste, a-t-il répliqué. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je t'ai dit que nous réglerions les choses à mon retour. Et je t'ai dit que je comprenais, ai-je dit. C'est ma façon de comprendre. Silence. Je pouvais presque entendre le changement dans sa pensée, la lente réalisation que le cadre qu'il avait construit, celui où il explorait et moi j'attendais, n'existait plus. Tu as vendu la maison, a-t-il demandé. Finalement, sa voix plus basse maintenant, incertaine. Elle est sous compromis, ai-je dit. Nous avons déjà déménagé. Tu as déménagé? L'incrédulité était immédiate, vive. Avec les enfants. Oui. Tu ne m'as même pas prévenu. J'ai laissé cela en suspens un instant. Tu ne m'as pas parlé d'elle, ai-je dit, sans accuser, juste en constatant. Un autre silence, plus long cette fois. Ce n'est pas ce que je voulais, dit-il finalement, le tranchant de sa voix s'adoucissant en autre chose, quelque chose de plus proche du regret. Je sais, ai-je répondu. Alors pourquoi? Parce que c'est ce dont j'ai besoin. Les mots sont tombés clairement, sans hésitation. Tu réagis de manière excessive, dit-il, cherchant à reprendre le contrôle. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Tu vas tout gâcher pour une seule erreur. J'ai presque souri à cela. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un choix. Une série de choix. Ce n'est pas juste, a-t-il répété, bien que cela sonne plus faible maintenant. Juste ne signifie pas confortable, ai-je dit. Cela signifie honnête. Il a expiré brusquement, le son crépitant à travers la ligne. Où es-tu, a-t-il demandé. À proximité, ai-je dit. Les enfants sont installés. Ils vont bien. Et moi, a-t-il demandé, la question s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. J'ai fait une pause, réfléchissant. Tu as fait ton choix, Marc, ai-je dit finalement. C'est le mien. Une fois l'appel terminé, je suis resté là un long moment, le calme de l'appartement s'installant autour de moi. Il n'y avait pas de vague de triomphe, pas de montée de vindication, juste un sentiment d'achèvement stable et ancré.
Tout n'était pas résolu. Tout n'était pas facile. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il était parti en pensant qu'il pouvait sortir de sa vie, explorer quelque chose de nouveau, et revenir quand cela lui conviendrait. Au lieu de cela, il était sorti et avait découvert que la vie qu'il avait laissée derrière lui avait continué sans lui. Une semaine plus tard, il est revenu. Pas à notre maison. Elle ne nous appartenait plus, mais à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Il a pris une chambre d'hôtel, a contacté les enfants, a essayé de reconstituer ce qui restait. Nous avons organisé un moment pour qu'ils les voient, en gardant cela neutre, structuré, axé sur leurs besoins plutôt que sur les siens. Quand je l'ai revu sur le parking devant l'appartement, il avait l'air différent. Pas physiquement, pas de manière dramatique, mais il y avait un changement dans sa posture, son expression, sa façon de se tenir, moins sûr, plus conscient. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, a-t-il admis doucement. J'ai rencontré son regard, stable et calme. C'était là le problème, ai-je dit. Les jours après son retour n'ont pas ressemblé à une résolution. Ils ont ressemblé à des ajustements, lents, inégaux et inévitables, comme apprendre à marcher dans une pièce où les meubles avaient été réarrangés sans prévenir. Nous ne sommes pas revenus à quoi que ce soit qui ressemblait à notre ancien rythme. Cette version de la vie avait déjà été démantelée pièce par pièce de manière légale, émotionnelle et irréversible. Au lieu de cela, ce qui restait était quelque chose de plus structuré, de plus délibéré, des calendriers de coparentalité, des appels programmés, des visites organisées, et des conversations qui nécessitaient désormais une intention plutôt qu'une habitude. La première fois qu'il a revu les enfants après la croisière, c'était dans un lieu public comme convenu. Un petit café près du parc, un terrain neutre, rien qui n'appartienne au passé. Je ne suis pas restée. Il n'y avait aucune raison. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une responsabilité. Mais je l'ai remarqué en partant. Il avait l'air fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait réparer. La vente de la maison a été conclue plus rapidement que prévu. Le marché était resté solide, et l'acheteur voulait une transition rapide. Les documents sont passés par les signatures des avocats sans friction, et en quelques semaines, l'endroit que nous avions appelé « chez nous » pendant 2 décennies ne nous appartenait plus. Lorsque je suis passé devant un après-midi, j'ai ralenti sans le vouloir. La pelouse avant avait déjà été tondue par les nouveaux propriétaires. Une voiture différente était garée dans l'allée. Les rideaux du salon avaient changé. Cela semblait familier et étranger à la fois. Je n'ai pas ressenti de tristesse exactement. Ce que j'ai ressenti, c'était de la distance. Non pas par rapport à la maison, mais par rapport à la version de moi-même qui avait autrefois cru que la permanence était garantie. Marc a eu plus de mal que prévu. Au début, il a essayé de tout reformuler, de l'expliquer de manière à adoucir les angles. Il a appelé cela un malentendu, puis une période difficile, puis une transition compliquée. Mais le langage ne correspondait plus à la réalité. La réalité avait déjà été documentée, classée et appliquée. Il y avait maintenant des obligations légales, des divisions financières, un accord de garde structuré qui ne se pliait pas aux émotions ou aux regrets. Tout avait été officialisé d'une manière qui exigeait de la cohérence, pas de l'interprétation. Et la cohérence, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas de son côté. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Il y a une différence entre la vengeance et la conséquence. Et j'avais cessé de les confondre. La vengeance est émotionnelle. Elle veut être vue, ressentie, reconnue. La conséquence est plus silencieuse. Elle se contente de se concrétiser. Quelques semaines après la mise en place du nouvel arrangement, Émilie est venue dans ma chambre un soir et s'est assise au bord de mon lit. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle est restée assise, pensant. Il a l'air différent maintenant, a-t-elle dit finalement. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. En quoi, ai-je demandé doucement. Comme s'il ne pensait pas que cela deviendrait vraiment réel, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête lentement. Beaucoup de gens ne le pensent pas. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Penses-tu qu'il regrette? La question n'était pas simple, et je ne l'ai pas traitée comme telle. Je pense qu'il apprend le coup des choix,
ai-je dit avec précaution. Ce n'est pas la même chose que le regret. Elle a hoché la tête, assimilant cela. Puis elle m'a surprise. Je suis contente que nous soyons restés avec toi, a-t-elle dit. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas de discours de loyauté, juste de la clarté. Cela m'est resté plus longtemps que prévu. Marc a essayé, à sa manière, de reconstruire quelque chose. Il a demandé plus de temps avec les enfants, a essayé d'être présent de manière constante, a essayé de rendre les conversations normales à nouveau. Mais le « normal » avait déjà changé de forme. Ce n'était pas quelque chose dans lequel on pouvait simplement revenir parce qu'on le voulait. Il y a eu des moments de malaise, des moments de tension, des moments où il ne savait manifestement pas quelle version de lui-même présenter. L'homme confiant de la croisière s'était estompé, remplacé par quelqu'un de plus prudent, de plus incertain, de plus conscient de la facilité avec laquelle la stabilité pouvait être perdue. À un moment donné, lors d'une prise en charge, il s'est attardé à la porte de l'appartement. « Je ne pensais pas que ça irait si loin », a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus proche de l'acceptation. « C'est ce qui rend les choses réelles », ai-je répondu. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il comprenait enfin la structure dans laquelle il était entré. Sur le plan financier, les choses se sont stabilisées plus rapidement que prévu. La vente de la maison m'avait donné de la clarté et des liquidités. Le nouvel appartement était gérable. Le règlement juridique, bien que non simple, suivait un cadre prévisible. Rien n'était chaotique. Rien n'était imprévisible désormais. Et cela en soi ressemblait à une sorte de paix. Pas le bonheur, pas la victoire, juste de l'ordre. Le plus difficile n'était pas la colère. Ce n'était même pas la déception. C'était de voir quelqu'un réaliser trop tard que la liberté et les conséquences arrivent souvent au même moment, mais que seule l'une d'elles ressemble à un choix. Marc avait voulu une séparation pour se retrouver. Ce qu'il a trouvé à la place, c'est la distance entre l'intention et le résultat, et aucune croisière n'était assez longue pour annuler cela. Un soir, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise seule dans l'appartement silencieux. La ville à l'extérieur était calme, lointaine et différente. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. La conversation dans la cuisine, le bureau de l'avocat, les signatures, les cartons de déménagement, les appels téléphoniques qui avaient tout changé sans élever la voix. Rien de tout cela n'avait été bruyant. Et pourtant, tout avait changé. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Ce n'était pas le but. J'avais simplement cessé de me perdre dans les décisions de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Marc et moi nous sommes rencontrés brièvement pour finaliser un dernier détail en personne. C'était administratif, rien d'émotionnel, rien d'irrégulier légalement. Nous nous sommes rencontrés devant le palais de justice, un endroit conçu pour la clôture, bien que rarement pour le confort. Il m'a regardé un long moment avant de parler. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si décisive, dit-il. » J'ai presque souri, mais ne l'ai pas fait. « Tu ne t'attendais pas aux conséquences, ai-je répondu. C'était la vérité sur laquelle aucun de nous n'avait besoin de s'étendre. Il a hoché la tête lentement, puis a détourné le regard. Pour la première fois, il n'y avait plus d'arguments en lui, seulement de la compréhension. Le temps ne guérit pas tout comme les gens aiment le croire. Il n'efface pas les décisions, ne réécrit pas les conséquences, ne restaure pas ce qui était autrefois considéré comme permanent. Ce qu'il fait est plus silencieux. Il réorganise votre relation avec ce qui s'est passé jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à une tempête que vous avez survécue, mais à un paysage dans lequel vous vivez maintenant. C'est ce qu'est devenu la vie pour moi. Un paysage ni ruiné, ni parfait, juste différent. Les mois ont passé selon un rythme qui ne tournait plus autour de la présence de quelqu'un d'autre. L'appartement s'est installé dans une sorte d'ordre tranquille. Les enfants se sont adaptés d'une manière qui m'a surprise. Non pas parce qu'ils avaient oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'ils avaient appris à le porter sans le laisser définir chaque partie d'eux. Émilie s'est davantage concentrée sur l'école, a commencé à parler de l'université avec un sérieux qui semblait nouveau. Jules a repris le basket, passant plus de temps dehors, moins de temps à cogiter.
Il y avait encore des moments de silence, encore des questions qui venaient et repartaient sans réponse parfaite. Mais le poids qui remplissait autrefois la maison s'était adouci en quelque chose de gérable. Nous ne faisions pas semblant que tout allait bien. Nous avons juste arrêté de faire semblant que tout s'effondrait. Marc est resté présent dans leur vie, mais sous une forme différente d'auparavant. Non pas en tant que mari, non pas en tant que copropriétaire d'un avenir partagé, mais en tant que quelqu'un qui apprenait à exister dans des limites qu'il n'aurait jamais cru devoir respecter. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Il y avait des attentes manquées, des échanges maladroits, des moments où les vieilles habitudes essayaient de refaire surface et ne trouvaient pas où se poser. Ils n'étaient plus à l'intérieur de la structure de notre famille de la même manière. Et cela a exigé une sorte d'adaptation qu'aucun de nous n'avait choisie, mais que nous avons tous dû accepter. Pendant longtemps, les gens pensent que la vengeance consiste à faire souffrir quelqu'un. Mais la vraie conséquence ne fonctionne pas comme ça. Elle ne brûle pas bruyamment. Elle n'exige pas d'attention. Elle se contente de supprimer l'illusion. J'y pensais souvent, surtout dans les moments calmes, les soirs tard après que les enfants se soient endormis. Les matins où la lumière du soleil frappait le sol de la cuisine juste comme il faut, des rappels d'une vie qui n'était plus ancrée aux mêmes attentes. Je ne le haïssais pas. C'était la partie qui m'a le plus surprise. Ce que je ressentais n'était pas de la haine. C'était de la clarté. Il avait demandé une séparation pour se retrouver, croyant que le temps passé loin viendrait sans coup, sans perturbation, sans fracture. Mais les choix comme ça n'existent pas dans l'isolement. Ils ont des répercussions. Ils remodèlent tout autour d'eux. Un après-midi, je l'ai croisé par hasard dans une épicerie. C'était un moment ordinaire, le genre qui autrefois semblait anodin. Il se tenait dans l'allée, regardant quelque chose sur une étagère, quand il m'a remarqué. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis il a fait un petit signe de tête. « Salut », dit-il. « Salut », ai-je répondu. Il n'y avait pas de tension, pas de colère, juste de la conscience. « Comment vont les enfants » a-t-il demandé. « Ils vont bien », ai-je dit. « Occupés. » Il a hoché la tête de nouveau comme s'il enregistrait cette information avec soin. Une pause, puis doucement. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je l'ai regardé un instant, ne cherchant pas de culpabilité, n'attendant pas de justification, me contentant de reconnaître la déclaration pour ce qu'elle était. Cela n'a pas pris fin, ai-je dit calmement. Cela a changé. Il n'a pas répondu à cela car il n'y avait rien à répondre. Plus tard ce soir-là, j'ai repensé à cette conversation plus que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'elle rouvrait quelque chose, mais parce qu'elle fermait quelque chose que je n'avais pas réalisé être encore légèrement ouvert. L'idée que les gens comprennent toujours pleinement le poids de leurs décisions en temps réel. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne comprennent que plus tard, lorsque les conséquences ont déjà pris forme. Je suis resté avec cette pensée un moment, seul dans l'appartement. Le calme autour de moi ne semblait plus vide, mais intentionnel. Il y avait une version de moi qui aurait pu attendre, qui aurait pu accepter l'incertitude au nom de l'histoire, de l'amour ou de la stabilité, mais je ne vivais plus à l'intérieur de cette version. J'en étais sorti au moment où j'ai cessé de considérer ces choix comme quelque chose que je devais absorber. Ce qu'il a perdu n'était pas seulement une maison, un mariage ou une routine. Ce qu'il a perdu, c'était l'hypothèse que sa vie resterait inchangée, quoi qu'il choisisse d'y faire. Et ce que j'ai gagné, discrètement, sans spectacle, était quelque chose de plus simple, la maîtrise de ma propre direction. Il existe une sorte de justice qui n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a même pas besoin de reconnaissance. Elle a juste besoin que la vérité se déroule sans interférence. Et c'est ce qui s'est passé ici. S'il y a quelque chose à retenir de tout cela, ce n'est pas l'amertume. Ce n'est pas la satisfaction face au regret de quelqu'un d'autre. C'est la compréhension. Que l'amour, autrefois tenu pour acquis, ne revient pas toujours sous la même forme. Que la liberté, lorsqu'elle est choisie sans responsabilité, a souvent un coût qui ne se révèle qu'avec le temps. Et que parfois, la décision la plus puissante que l'on puisse prendre est d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre décide de votre vie pour vous. C'est ce que j'ai fait.
Non par colère, non par vengeance, mais par clarté. Et à la fin, cela a suffi.